Bonsoir, merci à vous d'être là. Merci à Marion surtout, qui spontanément a répondu à l'invitation qu'on lui a faite. J'ai eu la chance de rencontrer Marion il y a 2-3 semaines, je crois. Ce qui m'a plu dans cette rencontre, c'est là où effectivement tout le monde sait que c'est une jolie blonde, mais en plus de ça, pour une fois, pour une jolie blonde, elle avait 2-3 trucs à raconter. Donc du coup je me suis dit, bon bah tiens, alors certes, on a eu ton grand-père l'an dernier, à la même époque, on a eu Marine effectivement quelques mois après, et je me suis dit tiens, je vais encore effectivement me faire taxer de facho, mais c'est pas grave, à partir du moment où tu as des choses à raconter, tu es ici chez toi. Histoire d'être dans une logique de débat, parce que c'est quand même le principe du carré, c'est un lieu de rencontre. J'ai voulu ouvrir la rencontre à des gens qui prétendent incarner la France. Il se trouve qu'ils se sont fait porter pâle ce soir, alors ça leur appartiendra. Je crois qu'on a la chance, nous, de vivre dans un pays qui est une démocratie. Que la démocratie, c'est débattre avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Donc je vous encourage effectivement à poser toutes les questions et à permettre effectivement à ce lieu de rencontre et de débat qu'est le carré de vous offrir une bonne soirée, aussi bien à vous qu'à Marion, je l'espère. Bon, bonsoir à tous. En fait, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, il m'a harcelé pendant au moins 2 semaines pour que je lui trouve une date. Donc, mais c'est quand même un plaisir d'être évidemment ici ce soir pour se rencontrer autour d'un verre pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être encore en vacances. Ce qui est vrai, c'est que moi j'apprécie ce genre de débat. Finalement, j'ai la vedette, donc ça me va bien d'avoir des adversaires politiques tels que ceux-là. Je dois dire qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que ce qui se passe ce soir est assez symptomatique de ce qui se passe dans la vie politique française en général. C'est-à-dire qu'en fait, on a des partis qui se refusent à entrer frontalement en débat avec nous et qui, de ce fait-là, en réalité, nous servent. Et c'est cela qui fait probablement une partie de notre ascension. Donc moi, je les remercie qu'ils continuent ainsi, parce qu'en réalité, ça nous rend terriblement service. Et c'est d'ailleurs la limite, parce que quand ils viennent débattre avec nous, ils font beaucoup de politique de l'émotion, beaucoup de politique du slogan. On a tous pu assister régulièrement, systématiquement, à l'argument républicain, la droite et la gauche républicaine face au fascisme et à l'anti-république. Et je crois qu'aujourd'hui, ce système atteint ses limites, puisqu'on a pu le voir à Villeneuve-sur-Lot, on a pu le voir également dans l'Oise. Ça ne fonctionne plus, et malheureusement, maintenant qu'ils doivent venir nous opposer des arguments sur le fond politique, ils ne viennent pas. Parce que je crois que leur bilan, pour beaucoup, leurs incohérences font qu'ils craignent le principe de réalité qui nous donne raison sur beaucoup de choses. Donc moi je suis ravie de débattre avec moi-même ce soir, et après avec vous, ce serait un plaisir. Donc en réalité, Olivier m'a demandé de parler de l'engagement, pourquoi s'engager quand on a 20 ans, est-ce que finalement c'est encore à travers la politique qu'on peut avoir une marge de manœuvre. C'est vraiment un vaste sujet, donc moi je vais essayer d'être assez synthétique, et puis après éventuellement ce sera plus à travers les questions qu'on pourra échanger. Moi j'ai un parcours qui est en soi un petit peu atypique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque je viens d'une famille très politique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, mais qui a quand même rythmé la vie politique française pendant 40 ans, avec un parti qui a une longévité assez exceptionnelle sous la 5e, puisque, comme je vous le disais, on a fêté les 40 ans il y a quelques mois de cela, et donc on mêle des générations, des motivations qui sont très différentes. C'est vrai que moi, je n'ai probablement pas tout à fait les mêmes motivations qu'ont pu être celles de la première génération. Je pense évidemment à Jean-Marie Le Pen, mais aussi à Roger Hollande, puisque les défis ne sont plus les mêmes. À l'époque, il y avait le risque de l'hégémonie communisme, il y avait encore la plaie de la guerre d'Algérie qui était encore ouverte. Donc c'est vrai que les motivations sûrement étaient un peu différentes, mais je crois qu'on est tous animés, et encore maintenant, c'est ce qui nous lie à travers la génération, surtout par un profond amour de la France, et qui fait qu'on se retrouve et on arrive à concilier nos intérêts. Alors au début, pour tout vous avouer, moi j'étais pas partie extrêmement enthousiaste dans cette élection. Et je dois vous dire que c'est pas très facile de dire non à Jean-Marie Le Pen. Et alors j'ai tâché une fois de lui dire non par oral, ce qui n'a pas marché. Il a continué à argumenter pour que je parte. Donc la deuxième fois, j'ai dit non lâchement par écrit, ce qui n'a pas fonctionné non plus. Et
et Jean-Marie Le Pen a ce talent fabuleux de savoir trouver les mots qui font tilt. Et parmi ceux qui m'ont le plus, enfin en tout cas qui m'ont convaincu, il y avait celui du devoir. C'est vrai qu'il m'avait dit, Marion, mais comment toi, qui as des convictions, qui est une militante, qui vient de la famille dans laquelle, enfin la famille Le Pen, qui représente quand même beaucoup de choses, comment toi tu oses ne pas t'engager alors qu'on demande à tellement de gens de s'engager? Tu te dois de montrer l'exemple parce que sinon notre discours ne tient plus. C'est vrai que c'est, on va dire, l'argument final qui a fait tilt et qui fait que je suis partie à ces élections un peu dubitatif parce que c'est vrai que c'est très impressionnant à 22 ans de partir dans ce genre de combat. Alors j'ai un mérite, on va dire, relatif dans cette victoire parce qu'il y a eu beaucoup d'ingrédients qui ont joué. Je dois dire que j'étais face à un adversaire extrêmement médiocre. Qui était Monsieur Ferrand, qui était pour moi un peu un chanteur de croisière Costa. Il avait la mèche violette, le teint hâlé, les dents refaites, les chaussures vernies. Et il avait dit qu'en l'occurrence, il n'avait pas peur d'affronter un 35 fillettes. Et je crois que sa suffisance, il l'a payé cher. Alors j'ai eu aussi la chance d'avoir une candidate à gauche qui s'est maintenue contre les ordres de son mouvement à l'époque, probablement en grande partie par rapport à l'amertume qu'elle portait à M. Ferrand. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de fantasmes, il y aurait eu un pseudo-deal FNPS. Alors je vous rassure, en fait, la vérité c'est que je me suis fait une bouffe avec Hollande et Valérie, et puis là il y a Harlem qui est arrivé, et puis on s'est dit que c'était très sympa, on s'est fait un petit dessert, on s'est dit ouais quand même, on va bien se marrer à l'Assemblée. En fait évidemment pas du tout, c'est du fantasme total, mais donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu un ensemble d'ingrédients qui font que ça a pris et qu'aujourd'hui je me retrouve avec une responsabilité extrêmement lourde qui est celle de représenter énormément de Français, parce que comme vous le savez, nous sommes deux, Gilbert Collard et moi-même, lui RDM, moi Front National, quand les écologistes sont 17 alors qu'ils font 2% et que le Front de gauche sont 15. Alors le problème c'est que pour tout vous avouer, la situation était délicate parce que moi j'aurais préféré si on avait eu des élus, que ce ne soit pas la petite fille de Jean-Marie Le Pen qui soit élue. Parce que il y a un côté, c'est vrai, où on se dit finalement, c'est un parti dynastique. Même moi, si j'aime bien l'idée de la dynastie, parce que j'aime l'idée de s'inscrire dans une lignée, et j'aime l'idée que chacun de ses faits et gestes va, porter non seulement sur ceux qui nous ont précédés, mais sur ceux qui vont suivre. Et cette idée de dynastie, on la retrouve aussi dans la lignée de la France, et moi, ça me plaît assez, donc je trouve pas ça dévalorisant. Mais c'est vrai que spontanément, on pourrait se dire finalement que le Front National n'a finalement que des Le Pen à proposer, et en plus il y en a plein derrière encore, donc vous n'avez pas fini avec cette famille, rassurez-vous. Et bon, mais c'est comme ça, voilà, il a fallu après assumer, et c'est vrai qu'au sein de l'Assemblée, on est quand même dans une situation un peu délicate, parce que, comme je viens de vous le dire, on n'a pas de groupe. Le groupe, c'est à partir de 15 députés, donc on est des députés non inscrits, et en cela, on a beaucoup moins de droits, de temps de parole que les autres. Pour vous donner quelques exemples, on est exclu de certains débats à la discrétion de la conférence des présidents. La conférence des présidents, c'est la réunion des présidents de groupe, donc nous sommes de fait exclus. Lorsque nous avons ces temps de parole pour les non-inscrits, sachez que nous sommes 7 non-inscrits, nous ne sommes pas des mêmes paroisses, donc en plus le fait d'avoir des temps de parole ne garantit pas qu'ils soient pour nous. Nous avons 5 minutes maximum, une question orale à peu près au gouvernement par an, grosse difficulté à obtenir des motions de procédure, motions de renvoi ou de rejet en commission, ou de rejet, parce que c'est par tirage au sort. Et donc c'est vrai que de ce fait-là, on porte comme on peut la voix qui est la nôtre, mais le paradoxe est que nos profils un peu atypiques, à Gilbert et moi, et le fait que nous ne soyons que deux, fait que finalement nous avons peut-être une tribune encore plus importante que les autres. Et c'est vrai que mon engagement en premier, c'est de surtout faire en sorte que l'engagement de notre génération ne soit pas vain, parce que c'est bien beau d'avoir des soulèvements comme on a pu le voir, extraordinaire, avec la Manif pour tous, avec une génération militante, politique, qui porte un certain nombre de valeurs à contre-courant, qui probablement pourra faire les générations politiques de demain, mais si en réalité la politique ne se fait plus en France. Et c'est ce qui est en train de se faire, et moi si je me bats, c'est pour que notre engagement, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais c'est comment il ait du sens, et surtout qu'il ait de l'intérêt, parce que si demain vous partez faire de la politique en France, en réalité, ce n'est plus ici maintenant que se font les lieux de pouvoir. C'est une réalité. Moi, je vous le dis franchement, mon travail, je vous le dis en toute honnêteté, je ne sers à rien concrètement dans la vie politique française. C'est-à-dire que j'ai un travail de forme, j'ai une tribune, je porte la contradiction, donc c'est extrêmement important, et un courant qui est peu représenté.
au sein de l'Assemblée, mais je veux dire, les décisions ne sont plus prises ici. 80% de notre travail, c'est d'enregistrer des directives ou des règlements qui viennent de l'Union européenne. Et de ce fait-là, on a des marges de manœuvre extrêmement réduites. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, ils mettent énormément de phare sur des réformes sociétales comme le mariage homosexuel ou comme on a pu le voir sur la législation sur le harcèlement. Donc c'est vrai que je crois que le principal combat qui est le mien, c'est de dire voilà, aujourd'hui, la génération qui s'engage, il faut que cela ait du sens, et pour que ça ait du sens, il faut que nous ayons le droit de choisir pour nous, chez nous, demain. Ce qui est en phase de ne plus être le cas dans énormément de domaines, puisque je ne vous apprends pas que nous avons perdu énormément de pans de notre souveraineté, qu'elle soit territoriale, migratoire, économique, monétaire, maintenant budgétaire, puisque, comme vous le savez, il y a quelques mois a été voté le traité budgétaire européen qui a transféré à la Commission européenne un droit de contrôle et même de modification, d'une certaine manière, sur le budget voté en principe par le Parlement élu. Donc vous dire qu'on a quand même maintenant de moins en moins de marge de manœuvre, encore moins demain avec l'arrivée de l'accord transnational avec les États-Unis. Donc je crois que c'est vraiment là le message à porter, et c'est le message moi, que j'ai envie de défendre, notamment auprès de la génération de la Manif pour tous, c'est vous dire, voilà, on peut avoir des divergences fondamentales, mais je crois que ce qui doit nous réunir aujourd'hui, c'est quand même les valeurs essentielles que sont la démocratie, la justice et la souveraineté, parce que ça, c'est véritablement des combats qui sont transpartisans et qui sont décisifs, et qui sont d'autant plus criants qu'on a appris il y a peu que l'Union européenne était en train de réfléchir à une législation commune sur la GPA et la PMA. Donc c'est vous dire que tout ce combat n'a pas de sens si on ne récupère pas les marges de manœuvre en France. Avec un certain nombre de jeunes de mon âge, souvent qu'on voit dans les partis, qui sont extrêmement bien formés, hein, par ailleurs, c'est pas le problème, qui sont formés par l'école des cadres de leur mouvement, c'est que trop souvent on se retrouve face à des gens qui se croient dans les débats dans un oral d'HEC, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont débattre sur le taux de TVA, sur le truc, mais en fait, ce qu'on demande à un politique, et c'est là où on n'a pas compris, c'est que la politique, c'est pas seulement un auxiliaire de l'économie. Jérémy, on a des techniciens pour ça, pour appliquer très exactement, techniquement, la politique. Ce qu'on est en tant que politique, c'est qu'on porte une vision. On porte une vision de la France. Et je crois que le problème, c'est que les politiques telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est qu'ils ne portent plus cette vision. Et en cela, je crois que le courant qui est le nôtre est très certainement non seulement très cohérent, mais aussi en but total avec ce qui est fait aujourd'hui, parce que nous portons quelque chose d'un peu transcendant. Je sais que c'est extrêmement ringard de dire ça aujourd'hui en politique, parce qu'il y a une dimension un peu sacrée dans la transcendance, que ce soit à travers le catholicisme ou autre d'ailleurs, hein, c'est véritablement un référentiel, accepter qu'il y ait des choses qui valent plus que d'autres, du bien, du mal, et nous on porte, en tout cas ce qui mène mon combat, c'est vraiment une juste conception de l'homme, et ça je le retrouve, que ce soit en matière économique, parce que je refuse que l'homme soit une simple variable de l'économie, qui va seulement suffire à créer des déflations salariales pour compenser l'euro trop fort par exemple. On va le retrouver dans les combats sociétaux, à travers le mariage homosexuel en l'occurrence, en considérant que l'homme n'a pas à être seulement un objet de désir et qu'il s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus grand, et en cela doit respecter un certain nombre de lois naturelles, on va dire, hein, qui sont d'ailleurs portées proprement par l'Europe en cela, parce que l'Europe c'est à l'origine, et je sais qu'on l'a oublié, ce n'est pas une union économique, c'est vraiment l'alliance extraordinaire de la chrétienté avec la sagesse hellénistique sur beaucoup de choses, et je crois que ça on l'a un peu perdu de vue. Ma question est très simple. Pendant le soulèvement qu'on a connu ces derniers mois, il y a une jeunesse extrêmement composite politiquement. Hein, on va du démocrate chrétien au Front National, passant par tous les milieux. Je l'ai vu en garde à vue, il y avait de tout. Avec moi, dans la cellule, il y avait tous les partis de droite. Ma question est très simple. Est-ce qu'il y a un avenir politique possible avec cette jeunesse? Et si oui, comment il faut l'organiser? Est-ce qu'il faut politiser le mouvement? Je ne parle pas des listes européennes qui ont été créées, qui sont, à mon sens, une fumisterie, mais est-ce qu'il y a un avenir politique possible, et comment vous le voyez en tant que jeune engagé? Merci. Je vais revenir un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure avec cette question. Alors la génération qui est en train d'arriver est une génération certainement très intéressante, parce qu'en effet elle a une conception de l'homme, je crois, que moi je partage, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée battre le pavé avec eux. La seule chose, c'est que maintenant, et moi c'est ce que j'aimerais leur faire comprendre, c'est voilà, il ne faut pas se laisser enfermer, comme je disais tout à l'heure, dans des intérêts catégoriels, c'est-à-dire embryon, avortement, mariage. C'est très important, c'est fondamental, il faut y aller. Mais maintenant, il faut comprendre que ces enjeux-là
s'inscrivent dans une dimension politique bien plus grande et que tout est lié. Et que lorsque l'on défend ces sujets-là, si on veut être cohérent, il faut aussi défendre la souveraineté de la France, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si ça n'est pas imposé de l'intérieur, ce sera imposé de l'extérieur. Et ce qui est intéressant dans la façon dont a été traitée la Manif pour tous, c'est qu'elle a révélé les failles de la démocratie actuelle. Et qu'on a vu se faire des répressions policières, on a vu des gardes à vue arbitraires, on a vu des prisonniers politiques, je pense notamment à Nicolas. Et ce qui peut réunir, je crois que cette jeunesse de droite, à travers, de façon transpartisane, c'est véritablement des sujets comme la démocratie, comme la justice. Alors j'aimerais que cette génération prenne conscience, voilà, qu'il faut élargir le débat. Et bon, personnellement, je pense que à droite, il y a une véritable hétérogénéité sur les sujets économiques. Ce qui soulève les masses, d'ailleurs, on le sait, c'est pas les sujets économiques, la preuve, ce sont les sujets des valeurs. Donc on va rester sur les sujets des valeurs, mais en revanche, ne partons pas. Moi, je ne les invite pas à partir sur les sujets économiques parce que ces sujets sont des sujets clivants. Je pense que s'ils veulent évoluer dans la durée, il faut qu'ils aillent sur les sujets patriotes. Et les sujets patriotes qui vont arriver, c'est la souveraineté, mais c'est aussi par exemple le droit de vote des étrangers. Et s'ils veulent perdurer, il faut qu'ils aillent ici. Alors moi, j'ai pas la prétention de leur expliquer dans quel parti il faut qu'ils aillent. Moi, j'ai 23 ans, hein, j'ai pas à leur expliquer comment faire de la politique. On a le même âge, donc à la limite, la seule chose, c'est qu'il faut qu'ils s'impliquent en politique. Moi, c'est ça que je leur dis de faire. Impliquez-vous. Alors, ne vous impliquez pas dans des pseudo-listes qui vont partir, qui vont faire pchit 2% et qui vont disparaître après parce que voilà, elles sont pas viables à long terme et elles n'auront pas d'intérêt véritablement. Mais allez dans les partis, partez au municipal, mais quels que soient les partis. Je veux dire, après, si vous vous retrouvez dans le Front National, venez au Front National, mais allez ailleurs. C'est-à-dire que créez cette nouvelle génération politique, imposez-vous dans les mouvements, que vous soyez à gauche comme à droite, et imposer cette génération à contre-courant dans les mouvements. Donc moi je les invite non pas à créer de nouvelles listes dans des intérêts catégoriels, mais véritablement à s'impliquer dans les partis qui ressemblent à leurs convictions pour justement forcer à cette recomposition de la vie politique française. Parce que je crois que véritablement le souci de la France aujourd'hui, c'est un problème d'alternative politique, mais c'est aussi un problème d'alternative humaine. Parce que le souci aussi c'est véritablement d'avoir laissé s'instaurer des espèces de baronnies, soit au niveau local ou même national, où maintenant on a une génération politique qui ne se renouvelle pas, qui est toujours tenue par les mêmes depuis 30 ans et qui véritablement gangrène la vie politique. Donc moi je leur dis, impliquez-vous dans les partis existants ou dans un nouveau si véritablement aucun ne vous correspond, et faites d'une certaine manière une forme d'entrisme pour forcer, sortez les sortants quoi. C'est vraiment le message que moi j'ai envie de leur passer. Comment faire aujourd'hui pour vous pour avoir, parce que les gens se disent demain ils arrivent au pouvoir, qui est Premier ministre, qui est ministre, voilà. Comment avoir une base de cadre qui finalement n'est pas seulement illustré dans cette famille dynastique Alors, rassurez-vous, de toute façon, si on arrive au pouvoir, on aura, à mon avis, un nombre de candidatures absolument phénoménal. Alors, je ne m'inquiète pas du tout sur notre capacité à former un gouvernement. La vérité, c'est que c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On a été pendant très longtemps victime, je ne vous l'apprends pas, hein, d'une diabolisation orchestrée, stratégique, politique sur beaucoup de plans. Peut-être qu'après je vous parlerai de Carpentras, hein. Carpentras c'est quand même extrêmement révélateur comme phénomène. Et donc de ce fait-là, la vérité, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est qu'on travaille en sous-main avec énormément de gens. C'est-à-dire qu'on a des contacts partout, parfois dans des ministères, avec des gens qui ont des super CV, des super compétences, mais ils travaillent en sous-main. Parce qu'en fait, ils ne passent pas le cap, parce qu'ils ont cette angoisse, si vous voulez, assez logique, hein, de payer extrêmement cher socialement le passage à l'acte. Alors, ce qui n'est pas le cas au niveau local, hein, parce que souvent, c'est dans les professions libérales, ça commence à bouger, où les gens qui sont des patrons, des entrepreneurs, leurs propres patrons, ça passe. Mais pour souvent, ces gens qui sont parfois dépendants d'une administration, ou qui ont alors des postes très très haut placés, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que la donne va changer simplement parce que maintenant nous allons avoir des places à offrir. Je ne soupçonne pas forcément ces gens d'opportunisme, mais c'est quand même une réalité que lorsque vous proposez une place à quelqu'un, forcément il y a une quiétude réelle, et puis il y a une sérénité plus grande si vous voulez, parce que je ne veux pas non plus en vouloir aux gens de prendre le risque de s'engager et de perdre beaucoup de choses socialement. Donc je pense que cela va s'inverser. La vérité, c'est que le personnel, on l'a, mais ça paraît paradoxal, mais il n'est pas visible en l'état actuel des choses. Et moi, j'en veux pour preuve souvent que les analyses politiques qu'on fait, notamment au niveau international, sont souvent très justes, parce qu'on a des contacts qui sont extrêmement compétents. Mais c'est vrai que ce sont encore des gens qui ne peuvent pas passer le cap social de s'engager.
Et aujourd'hui, vu les scores qu'on fait, notamment aux européennes, je pense que cette tendance-là va s'inverser et qu'on va pouvoir en effet faire émerger de nouvelles têtes qui petit à petit vont prendre le pas. Après, sachez aussi qu'on a, contrairement à ce qu'on croit, on a beaucoup de cadres au Front National, mais c'est pas facile aussi de les imposer dans les médias. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens qu'on aimerait faire émerger, qui sont des gens compétents, mais malheureusement on est dépendant du bon vouloir des médias aussi. Ils invitent qui ils ont envie d'inviter. Et si ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Et donc c'est vrai qu'ils ont tendance à se focaliser sur des gens qui sont un peu plus vendeurs médiatiquement. Marine Le Pen évidemment est extrêmement vendeuse, Gilbert Collard est vendeur, en l'occurrence Philippot par son profil un peu atypique est vendeur aussi. Et donc de ce fait-là, ils choisissent aussi les gens qu'ils veulent inviter. Et donc c'est vrai que c'est difficile d'imposer un rythme et d'imposer aussi des cadres auprès des médias. Et c'est pour ça aussi que ça peut peut-être donner le sentiment, en effet, d'avoir peu de monde, alors qu'en réalité, rassurez-vous, on est bien entouré. Merci Marion de tes réponses.